Le canal de Panama, un ouvrage mythique de notre histoire maritime. Je suis côté Atlantique. Dans une dizaine d'heures seulement, ces navires auront rejoint l'océan Pacifique. Bonsoir, très heureux de vous accueillir au Panama. Si j'ai choisi de vous emmener ici ce soir, c'est que le canal de Panama va être, dans quelques mois, au cœur de l'actualité maritime. Il sera aussi pour vous le point de départ d'une navigation autour du monde. Un tour de la planète sur les plus belles routes maritimes. À la rencontre des marins du monde. Entre Europe et Asie, Thierry est au cœur du commerce mondial. L'Europe exporte en Chine des produits finis, des produits manufacturés. On a des pommes de Normandie, on a des choses qui sont assez surprenantes. On a du foie gras là. La mer prend parfois des allures d'autoroute. Et même le commandant le plus aguerri se fait des frayeurs. Rien n'arrête la route du commerce. Et si le canal de Panama devient trop étroit, alors il suffit de l'agrandir. Ici, j'ai eu la chance de visiter le plus grand chantier du monde. À sa tête, Espino, une femme fière et déterminée. Je vois grandir ce canal depuis le moment où il n'y avait rien. C'est une merveille. Je l'aime, ce canal. Je l'aime. Prendre la route et partir toujours plus loin sur des océans dont le fond marin suscite la convoitise. L'or noir rend certaines routes vraiment dangereuses. Dans le golfe de Guinée, les marins s'entraînent contre les attaques de pirates. Attention, attention, all crew, this is a piracy attack, piracy attack. Il est des endroits où le danger, c'est d'abord la météo. En Sibérie, les marins ouvrent la route du Grand Nord russe. Température bien douce à bord du brise-glace nucléaire, le Vaïgatch. Mais dehors, Andrei doit affronter les moins 30 degrés. On est obligé de bosser dans des conditions spartiates. Le vent souffle dans le visage, ça gèle. On voit mal le bateau. Seul dans la glace, et peut-être encore plus seul à bord du Kwai. Cette goélette navigue sur une des routes les moins fréquentées du globe, en plein Pacifique. Son capitaine, Avey, transporte passagers et marchandises, un lien vital pour ces insulaires coupés du monde. Et nous pouvons tout transporter, des voitures, des camions, des tracteurs. Il n'y a que nous pour desservir ces îles. Nous leur amenons tout ce dont elles ont besoin. Je vous invite tout de suite à découvrir la vie de tous ces marins du monde au cœur des grandes routes maritimes. Le Panama est un pays d'Amérique centrale, limitrophe du Costa Rica et de la Colombie. Depuis 1914, le canal relie l'Atlantique et le Pacifique. Entre les deux océans, à peine 80 km à parcourir et un lac à traverser, alors qu'autrefois, il fallait contourner le redoutable Cap Horn. L'ouverture du canal a donc bouleversé le transport maritime mondial. Aujourd'hui, une quarantaine de navires l'empruntent chaque jour, soit plus de 14 000 bateaux chaque année. Voici les passacables, les passeurs de câbles, qui sont chargés d'arrimer les navires aux locomotives que l'on appelle des mules. Elles tirent ou freinent les navires dans les immenses sas des écluses. Un travail très dangereux, avec des câbles en acier qui peuvent se rompre à tout moment. Autrefois, les routes maritimes étaient celles des épices ou du thé. Aujourd'hui, ces porte-conteneurs sont chargés avec toutes sortes de marchandises que nous consommons au quotidien. Par exemple, vous êtes-vous demandé d'où vient le micro-ondes qui réchauffe votre nourriture?
Et ces pieds de porc, vendus en Chine, savez-vous qu'ils viennent de Bretagne? Quant à ces meubles faits en bois de bateau, qui s'arrachent dans les lofts new-yorkais ou parisiens, eh bien, ils viennent d'Indonésie. Tous ces produits ont en commun d'avoir sillonné les océans sur les autoroutes de la mondialisation. Le trafic maritime mondial explose, comme la taille des navires, à l'image de ces géants des mers que nous avons suivis dans leur rotation entre l'Europe et l'Asie. Allez, musique, c'est parti. Notre histoire commence en Bretagne, près de Lamballe, chez Didier, éleveur de porcs. Eh bien, écoutez, moi, je suis allé en Chine il y a quelques temps et on a vraiment découvert une clientèle très différente de la clientèle européenne, du moins dans ses comportements d'achat. Et donc, ils sont friands de tous les morceaux que les Européens délaissent aujourd'hui. C'est un débouché tout à fait intéressant pour nous parce que les pieds, les oreilles, les abats sont consommés de façon régulière en Chine, alors qu'en Europe, on a beaucoup de mal à écouler ces produits. Sur un marché difficile, avec des prix au plus bas, tous les espoirs des éleveurs bretons se portent sur la Chine. Et le produit vedette, le voici, les pieds de porc. 1,4 milliard de clients potentiels pour la coopérative locale. De quoi donner le sourire à Nadine, la responsable export. Un rythme effréné. Nous sommes actuellement sur des rythmes de 5 containers jour et je dirais même une large accélération ces derniers 15 jours. Donc on espère encore plus pour ce continent et ce territoire chinois. Le navire sur lequel ces containers vont voyager complète sa cargaison dans les ports d'Europe du Nord. Le Christophe Colomb est l'un des plus gros porte-containers au monde, avec 16 000 boîtes à pleine charge. Asie, Europe, Europe, Asie, le voilà qui repart. Son voyage d'un bout à l'autre du monde ne s'arrête jamais. Le Christophe Colomb repasse tous les 77 jours dans les mêmes ports. La relève des équipages se fera au hasard des escales. Le port du Havre est en vue. Le Christophe Colomb fait son entrée avec 8 heures de retard. Notre conteneur de pieds de porc n'est plus très loin. Thierry Robin, lui, retrouve le navire qu'il a quitté il y a bientôt 3 mois. Qui êtes-vous? Le commandant. Pendant quelques heures, 2 commandants vont se côtoyer à bord. Juste le temps de se passer le relais. Non, on te traquait, là, on te traquait. Ah ouais, tu t'as Ah oui, est-ce que personne ne nous dit rien? Bah, on devait partir à 22h30 et on est parti à 2h du matin. Ok, C'est lesquels souvent? Souvent. Ouais. Alors, sur des lignes comme ça, là, c'est l'autoroute, là, c'est rare qu'on soit en retard. Même quand on est en retard dans un port, on va rattraper et puis on avancera un peu plus vite, on sera à l'heure à mal de toute manière, ça va rien changer. Alors, le passage de relais, c'est juste ça. On se dit bonjour. Non, là c'est parce qu'il n'a pas fini sa manœuvre. Il va me donner sa suite, on va discuter de tout ce qu'il y a en cours. Non, c'est pas juste ça. Là, je viens d'embarquer, on n'a même pas pris le café, vous voyez. 140 conteneurs réfrigérés embarquent sur l'avant. Parmi eux, nos pieds de porc congelés. Ce mastodonte d'acier avec ses 250 000 tonnes de fret ne s'arrête que dans quelques ports. Moins d'une dizaine au programme. C'est toujours clair pour le trafic entrant, là. Le petit pêcheur, le cabotiteur qui arrive là. Le commandant Robin et son second Johan vont veiller à leur tour sur les marchandises et la bonne marche du navire.
Le troisième homme qui compte à bord, c'est Francis. Il est le responsable des reefers, ces conteneurs tout blancs pleins de marchandises réfrigérées. Ce qui est important pour nous, c'est de surveiller la température des reefers, faire en sorte qu'ils fonctionnent correctement pendant tout le voyage jusqu'au déchargement dans les ports. Ce sont des marchandises de grande valeur à l'intérieur? Oui, on peut le voir sur les papiers. Parfois, ils contiennent des médicaments, parfois des crevettes, parfois du fromage et même des circuits imprimés. On peut consulter les documents, je vais vous montrer. Ce conteneur, par exemple, va à Corfacan. Il a été chargé à Zeebrugge, en Belgique, et il contient des légumes. Celui-ci, on a du champagne. Il va à Dubaï, via Corfacan. Il a été chargé à Zeebrugge aussi. La température est de 13,5 degrés. Il est juste rafraîchi. L'Europe exporte en Chine des produits finis, des produits manufacturés, des produits de haute valeur, des produits à revaloriser également, des engins agricoles, par exemple, aussi étonnant que ça puisse paraître. On a des pommes de Normandie, on a des choses qui sont assez surprenantes et qui, il y a quelques années, évidemment, ne se voyaient jamais à bord des conteneurs. Le foie gras s'exporte maintenant. Oui, mais en avion. Ah, un bateau aussi. Non, on a du foie gras là. Non, l'Asie est en train de devenir un client potentiel pour l'Europe. Et les échanges sont en train de s'équilibrer. Plus original, le destin de ces roses cueillies au petit matin dans la vallée de Senir, en Turquie ou en Bulgarie, le pays voisin. Elles aussi embarqueront sur le Christophe Colomb à l'escale de Malte, au cœur de la Méditerranée. Des centaines de tonnes de pétales distillés. Une matière première d'exception que les grands parfumeurs français s'arrachent pour la revendre aux quatre coins du monde. Dans ces fûts, l'essence de rose qui repart, les huiles essentielles, les arômes artificiels, tous les ingrédients nécessaires à l'élaboration de parfums aux accents français pour l'Orient et la lointaine Asie. L'axe majoritaire du trafic mondial, c'est Asie-Europe. Donc toute la route de l'Europe à l'Asie, incluant la Méditerranée, la mer Rouge, l'Indien et la mer de Chine, est ce qu'ils appellent une autoroute. C'est la ligne la plus chargée au monde au niveau trafic maritime. Il n'y a pas de péage sur ces autoroutes? Il n'y a pas de péage, c'est dingue, hein. C'est dingue. Sur l'autoroute de la mondialisation, il n'y a pas de péage. Un seul péage tout de même entre l'Europe et l'Asie, et pas des moindres. Pour passer le canal de Suez, le Christophe Colomb devra régler la somme de 700 000 €. Un transit qui dure une dizaine d'heures. À gauche, l'Asie, à droite, la rive africaine. Et à la sortie du canal, direction le Moyen-Orient. Juste un petit crochet sur la longue route. Là, vous savez que vous avez des parfums? Oui, nous avons des parfums qui ont été chargés dans des containers à destination de Corfacan ou de Djebel Ali. On peut les retrouver sur le pont du navire, donc notamment ici. Nous avons 3 containers qui ont été chargés côte à côte. Ces quelques conteneurs pleins de produits inflammables et considérés comme dangereux échappent ainsi à l'anonymat. Prochain arrêt, Corfacan dans les Émirats arabes unis. Une escale où les Portugais, voilà presque 5 siècles, mais aussi les Hollandais et les Anglais avaient leur comptoir. Nous sommes sur l'ancienne route des Indes. Désormais, les géants des mers ne s'arrêtent ici que pour ravitailler des Émirats contraints de tout importer, ou presque. « 7000 containers à décharger, 3600 à embarquer. 36 heures d'un incroyable balai, réglé au millimètre.
Celui-ci est dangereux? Oui, c'est très dangereux. L'étiquette rouge, ça veut dire dangereux. Dubaï, la cosmopolite, n'est qu'à une centaine de kilomètres. C'est la destination finale de nos précieux fûts métalliques. Achetés en Turquie, en Bulgarie ou en France par Mohamed Diab, ils vont se transformer dans quelques jours en parfums de luxe. Nous avons la rose, le jasmin, le bois de santal, le citrus. Toute une palette de senteurs, c'est ce qu'on appelle les fragrances, qu'on met dans les cuves avec de l'alcool et de l'eau pour créer le produit final qui est mis en flacon. Une savante alchimie maison et des nez capables de satisfaire les goûts orientaux. Voilà donc Paris en bouteille, au rythme de 50 000 flacons par jour. Chiffon fait figure de star locale avec ses allures parisiennes. Mais il y a aussi chocolat, rouge et surtout le chameau, l'un des parfums pour hommes les plus vendus au Moyen-Orient. À cheval entre l'Europe où il se fournit et l'Orient, son principal marché, Mohamed Diab rêve de conquérir la planète. On exporte vers plus de 45 pays, partout en Extrême-Orient, en Inde, au Pakistan, en Malaisie, en Indonésie, au Sri Lanka, à Singapour, mais aussi dans l'autre sens. On exporte au cœur de l'Europe, en Bulgarie, en Afrique, au Nigeria, en Amérique du Sud, au Paraguay et au Brésil. Ces dernières années, Dubaï est devenu la plaque tournante de l'industrie des parfums. Des millions de flacons au nom typiquement français repartent d'ici tous les jours. Encore 2 semaines de mer avant d'arriver en Chine, avec pour seul horizon ce matin l'immensité de l'océan Indien. L'officier de quart est bien seul en passerelle. Dans cette situation, c'est facile à gérer. Tout est automatique. Vous n'avez pas besoin du commandant? Vous êtes le commandant maintenant. Oui, je suis le commandant. Mais le timonier va me rejoindre. Il est sur le pont. Un peu de répit avant de toucher terre à nouveau. Les marins philippins ont transformé le pont arrière en terrain de jeu. Le commandant s'entraîne. À la machine, c'est tout le contraire, travail pour tous. L'entretien mécanique se fait pendant la navigation et rarement à l'escale. Autre programme pour les marins indiens. Le thermomètre dépasse les 30 degrés, une météo idéale pour les travaux de peinture. Sous ces latitudes, Francis doit redoubler de vigilance. 2 fois par jour, il fait le tour de ses 340 containers. Ça, c'est du porc, embarqué au Havre à destination de l'Asie. Il faut que ça reste à moins 18 degrés. Et là, par exemple, on est à moins 18,9. C'est parfait. Et tandis que le Christophe Colomb poursuit son voyage vers la Chine, nous débarquons pour rencontrer Okta en Indonésie. Okta est une femme d'affaires avisée. Elle sillonne les côtes de l'île de Java à la recherche d'épaves trop fatiguées pour naviguer.
Combien de bateaux rachetez-vous chaque année? Chaque année? Beaucoup. Beaucoup. Par exemple, dans un seul endroit, à Cilacap, le nom du lieu est Cilacap, j'ai racheté 500 bateaux bons pour la casse. On a donc démonté 500 bateaux. Okta a tout un réseau qui lui signale les bateaux à vendre. Toute cette aventure est partie d'une belle idée. Ma ville natale n'est pas très loin de la plage. Il y a donc beaucoup de pêcheurs, beaucoup de bateaux. Et avec mon mari Olivier, nous nous sommes dit, et si on faisait quelque chose de tout ça? La première fois qu'on a récupéré du bois de bateau, on était tellement heureux. Et même si le bois sentait encore l'odeur du poisson, on a pensé, ça, c'est le point de départ. 7 ans plus tard, 300 personnes travaillent pour Okta et Olivier. Ils mettent en forme leurs rêves et leurs idées, avec toujours une même règle, travailler du bois qui a navigué. Ces meubles seront vendus à New York, Brisbane ou Paris, aux 4 coins du monde. Et les intérieurs finiront une fois de plus par se ressembler. À Jakarta, la capitale, le Salon international du meuble vient d'ouvrir ses portes. Les clients viennent de partout passer leurs commandes pour l'année. Okta gère les affaires, pendant qu'Olivier, son mari, reçoit les clients. Sur un bateau, on utilise 90%. Combien ça vaut déjà? Ça vaut pas cher. Michel est l'un de leurs plus gros acheteurs. Sur un marché français qui tourne au ralenti, Michel compte sur ses meubles pour attirer de nouveaux clients. Septembre, octobre. 8 mois. Au rythme d'un conteneur par mois, Olivier peut même lui garantir les délais de livraison. Nous, on est obligé de réserver les containers 2 à 3 semaines à l'avance pour avoir un container de disponible ou un espace dans le bateau. C'est un espace dans le bateau. Et après, la route, voilà, c'est à peu près 21 jours. Comme il dit, c'est régulier. Sauf quand il y a la grève à Marseille, le bateau fait le tour et le container, il faut attendre 15 jours ou 3 semaines pour qu'il revienne. Au rythme de 225 meubles par commande, les départs sont presque quotidiens. Hier, nous avons envoyé un conteneur en France. Celui-ci part pour l'Australie. Et dans 2 jours, on en expédiera un pour notre client Michel. L'Indonésie n'a pas de port assez grand pour accueillir les super porte-conteneurs. Alors, les meubles de Michel vont d'abord embarquer sur un petit caboteur avant de rejoindre le Christophe Colomb. Notre géant des mers, lui, poursuit sa route. Nous sommes dans les eaux chinoises. Dans la passerelle, l'anglais n'a plus cours. Le Christophe Colomb va faire escale à Hong Kong. Ici, vous avez énormément de caboteurs, là, de petites barcasses. Les types parlent pas un mot d'anglais, donc évidemment, quand vous êtes au Havre, est-ce qu'un pilote parle au port en anglais? Non, tout le monde parle dans sa langue maternelle. On s'adapte. Both rest are clear, is it correct? Arrivé de nuit dans ce qui fut le plus grand port d'Asie il y a encore 20 ans. C'est ici que vont débarquer nos pieds de porc congelés. Une partie de la cargaison est destinée à la lointaine ville de Shenyang. Shenyang, c'est justement la destination de Nadine, la responsable des exportations de la coopérative de l'Emballe. Un autre monde qu'elle prospecte depuis plusieurs années. Quand on sort de notre petite Bretagne et qu'on arrive dans des villes aussi denses, aussi concentrées, aussi grandes, aussi hautes finalement, de tous les côtés, on est
On est oppressé, on voit du monde, on sent que ça bouge, on sent que ça grouille, on sent que voilà, il y a des choses qui se passent ici, il y a beaucoup de monde. Dans cette boutique, on ne vend que de la charcuterie française. Monsieur Lee en a même fait son argument de vente. J'ai besoin de 4 conteneurs. 4 conteneurs de plus par mois. Monsieur Lee est à la tête de tout un réseau de points de vente et les affaires marchent bien. La viande de porc est un produit très consommé, très aimé des Chinois, hein, en particulier dans le nord de la Chine. Donc forcément, c'est un produit de base consommé au quotidien. On le voit ici, les pieds de porc font partie vraiment du quotidien chez le consommateur chinois. Notre seul regret, eh bien, pourrait être que le cochon n'a que 2 pieds avant et 2 pieds arrière. À notre très grand regret. La Chine peut être un nouvel Eldorado pour les éleveurs bretons. Cette fois, le Christophe Colomb est victime de sa taille. Oh, pas grand-chose, juste quelques centimètres. Pouvez-vous m'indiquer combien de mètres nous avons au-dessus de l'eau sous le pont de Macao? 52 mètres 91. 52 mètres 91. Alors, on est trop haut pour passer sous le pont? Oui, on est trop haut. Nous, on fait 53 mètres. Ok, capitaine, bien reçu. On est trop haut, c'est pour ça qu'il faut coucher les antennes. Le port de Shiwan est situé dans l'estuaire de la rivière des Perles. Hong Kong, l'ancienne colonie anglaise, n'a plus le monopole du commerce dans la région. La Chine populaire a construit d'immenses terminaux de conteneurs à ses portes pour la concurrencer. C'est en 1513 qu'un bateau portugais atteignit la Chine dans ses eaux pour la première fois. Jorge Alvarez, son capitaine, venait d'ouvrir la route empruntée ce soir par le commandant Robin. Vous aimez beaucoup l'histoire. Nous, l'histoire, on la voit pas trop, vous savez. Nous, on voit des terminaux à containers, on voit des installations qui se construisent là, en quelques mois, on voit la pollution, on voit tout, mais pas l'histoire. L'histoire, c'est fini, l'histoire, c'est derrière. Shiwan, qui apparaît dans le lointain, c'est presque un port mirage. Il y a 20 ans, ici, il n'y avait rien. En Chine, tout pousse à vitesse grand V. Les ports, les villes et surtout les industries. La ville de Shundé, par exemple, c'est l'histoire d'une réussite autour d'un produit unique, le four à micro-ondes. L'usine Midea en produit jusqu'à 13 000 par jour. De quoi inonder la planète. Cette usine, vous n'en avez jamais entendu parler. C'est pourtant ici que se cache la production des plus grandes marques mondiales. 135 000 personnes travaillent sur le site. 3 000 conteneurs partent de ces usines tous les mois. Un juteux marché que se disputent les compagnies maritimes. En pleine négociation, voici à droite Maggie, la directrice commerciale, et à gauche, Jason, l'agent local de la CMA-CGM, notre armateur français. Dans cette industrie du micro-ondes, il n'y a que 2 acteurs. 2 acteurs qui contrôlent 75% du marché. Et qui est l'autre? C'est notre voisin. Dans la même ville? Oui. En fait, le volume confié par Midea à notre compagnie, la CMA, est de 10 000 containers par an. Désormais, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas d'où vient votre micro-ondes.
Micro-ondes, machines à laver, frigo ou téléphone portable, une véritable noria de camions achemine tous ces biens de consommation produits dans le sud de la Chine vers les grands terminaux de conteneurs. Le Christophe Colomb prépare son départ avec les milliers de micro-ondes à son bord. La navigation se fera au radar, faute de visibilité. Après la longue traversée de la mer de Chine, chacun reprend son poste aux abords de Singapour. L'entrée du détroit de Malacca mérite sa réputation de passage très délicat. Surtout lorsqu'on mesure près de 400 mètres de long et que le transit se fait dans un mouchoir de poche. Et qu'est-ce qui fait celui-là? Je ne sais pas. C'est un remorqueur même, non? Droit devant, là, légèrement en bâbord, un demi-quart bâbord. Oui, remorqueur et barge. Là, on s'en sort pas. Serre à gauche. Viens allonger le rail, hein, ouais. On fait pas de la couture, là, ouais, vas-y. Ah si, l'autre rentre. C'est bon, ça, c'est bon pour nous. C'est bon. Tu passes quand même au sud du remorqueur. Oui. Bah, il fait ce qu'il peut, et puis nous on va faire ce qu'on peut aussi, et puis ça devrait le faire. Un bateau passe ici toutes les 8 minutes. Malacca est le détroit le plus fréquenté au monde. Mais pas d'arrêt à Singapour pour le Christophe Colomb. Trop cher, trop encombré. Alors pour nous, la dernière escale, ce sera Port Kelang, en Malaisie. Le port de Port Kelang, qui à 20 ans était réduit à 5 ou 6 portiques. J'ai escalé pour la première fois à Port Kelang, on se demandait ce qu'on faisait dans cette niche à rats là. Maintenant c'est un port gigantesque, donc oui, la Malaisie en profite. Construit au milieu de nulle part en un temps record, Port Kelang est devenu le plus grand hub maritime d'Asie. 84 portiques pour charger et décharger. Des caboteurs qui arrivent de partout. Un gigantisme inconnu en Europe. C'est ici que nous attend notre conteneur de meubles d'Indonésie en partance pour la France. Le chargement de Michel enfin à bord, le Christophe Colomb peut enfin amorcer son long périple de retour. « 16 jours plus tard, le même conteneur de meubles approche de Paris. La première commande est enfin là. Michel n'aura que 3 heures pour tout décharger, sous peine de pénalité. C'est la règle. Ça, ce sont que des meubles de chez Olivier. Que des meubles. C'est toute la série, nous on appelle, le bois de bateau, le bois recyclé avec le métal. Là, voilà. Voilà, c'est un produit qui est très, très propre, ça c'est bien. Ça plaît beaucoup. Il y a 2-3 ans, un container, c'était 3-4 000 $, 40 PI cubes. Et aujourd'hui, les derniers containers la semaine dernière ont été embarqués à 600 $. Et à titre indicatif, pour venir du Havre à tracter le container jusque chez nous, c'est 1 000 €. Donc voilà, toute la différence et chercher l'erreur. Jamais les prix du fret n'auront été aussi bas sur la route maritime la plus importante au monde. Mais pas question de réduire la taille ou le nombre de bateaux. Ces porte-conteneurs assurent un service régulier et tout comme les avions, ils passent et repassent dans les mêmes ports à date fixe, hiver comme été. Aujourd'hui, le porte-container Christophe Colomb ne pourrait pas emprunter le canal. Trop petit pour ce géant. Alors le Panama a décidé d'agrandir l'ouvrage. Depuis 2007, des travaux gigantesques ont été engagés pour construire de nouvelles écluses, encore plus longues,
et plus large. Un projet herculéen qui coûtera près de 5 milliards d'euros. Imaginez qu'il a fallu pour armer en métal tout ce béton l'équivalent en acier de 19 tours Eiffel. J'ai été invité à visiter côté Pacifique le chantier. Je suis littéralement renversé par la démesure de l'ouvrage devant lequel on se sent tout petit. Des milliers d'ouvriers y travaillent jour et nuit, sous la responsabilité d'Espino de Marota. Espino est l'ingénieur en chef chargé de ces travaux, une femme remarquable. J'ai d'abord étudié la biologie marine. J'aimais beaucoup Jacques Cousteau. Mais à Panama, il n'y a pas beaucoup de travail dans cette branche. Alors, j'ai étudié l'ingénierie marine et je me suis dit, j'aime la mer, les bateaux. Je vais travailler sur le chantier naval du canal. Ensuite, je suis passée d'un poste à l'autre. J'ai toujours aimé les défis. Et donc, me voici ici, maintenant. Par rapport à l'ancien, quels sont les grands changements? Oui, il y a des différences intéressantes. Les portes des écluses que nous voyons là sont coulissantes. Sur l'ancien canal, elles sont battantes. Sur ces écluses, il n'y a pas de locomotive, alors que sur les anciennes, il y en a. Les bateaux qui passeront ici pourront embarquer 12 à 13 000 containers, alors qu'auparavant, la charge maximale était de 4 500 containers. C'est donc 3 fois plus aujourd'hui. Mais pour faire passer tous ces bateaux dans les nouvelles écluses, il faut de l'eau en quantité, de l'eau douce qui provient des réserves du lac Gatun. Artificiellement monté à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer, le lac recouvre les montagnes et les bateaux naviguent au-dessus. Comment fonctionne le nouveau système pour économiser l'eau? Nous avons fait des études avant de lancer le projet. Beaucoup d'études environnementales sur la qualité de l'eau, la préservation des espèces. Notre principe du recyclage de l'eau, c'est bien sûr dans un but d'économiser cette ressource. Cette écluse, même si elle est beaucoup plus grande, utilisera moins d'eau que les anciennes. 7% d'eau en moins à chaque passage. Quand le bateau quitte l'écluse et qu'un autre bateau arrive, l'eau est réutilisée via des grands bassins. Et elle circule par des conduits qui sont enfouis sous terre. Donc, on économise de l'eau à chaque éclusage. Le canal est très important pour le Panama, c'est l'une des premières économies du Panama. Cette responsabilité du chantier, est-ce que de temps en temps, c'est pas trop lourd? Non, pour moi, c'est un défi. J'adore les défis. J'aime mon travail. Au bureau, évidemment, tous les jours, il y a des problèmes à régler. Ça me donne parfois des maux de tête. Mais quand j'arrive ici et que je vois tout ce chantier, plus rien ne me pèse. Je vois grandir ce canal depuis le moment où il n'y avait rien. C'est une merveille. Je l'aime, ce canal. Je l'aime. L'inauguration du nouveau canal est prévue au mois d'avril 2016. À plusieurs milliers de kilomètres de Panama, dans le Grand Nord sibérien, une route maritime unique relie l'Europe à l'Asie. On l'appelle la route maritime du Nord, une voie navigable qu'en été. Alors, pour que le commerce ne s'arrête jamais, l'hiver, ce sont de puissants brise-glaces nucléaires russes qui accompagnent les cargos dans les mers et les estuaires gelés. Un voyage hors du temps. C'est à l'est, dans le Taïmyr. Nous sommes début janvier, le mois le plus rude, en Sibérie. Il était attendu à 22 heures. Et le vaisseau polaire est arrivé à 2 heures du matin. Mais quelle importance, l'heure en Sibérie, quand les jours ressemblent à des nuits. À terre, il n'y a guère que des chenillettes à circuler.
De l'autre côté du quai, il y a le Vaygach, un brise-glace atomique basé à Mourmansk, Russie. À bord du navire long de 150 mètres, une centaine de personnes cohabitent. Des marins, des femmes de ménage, des ingénieurs. Aujourd'hui, le capitaine les a tous convoqués dans la grande salle de cinéma. La dernière réunion remonte au réveillon du jour de l'an pour un verre, tous ensemble. Aujourd'hui, il est question de la relève d'équipage. Déjà plus de 3 mois qu'ils n'ont pas quitté le bord. La fatigue commence à se faire sentir. Естественно, были нюансы в вопросах дисциплины. Где-то до 10 февраля вопросы так актуальны, когда смена экипажа будет не ставить. Отработаем 4 Le capitaine joue son rôle. Il félicite l'équipage pour le travail bien fait. Il encourage à rester concentré. C'est le moment de l'année, dit-il, où il faut serrer les coudes. La période où il y a le plus à faire, où les conditions sont les plus extrêmes. Et il va falloir tenir encore quelques semaines. Évidemment, chaque marin de l'équipage attend avec impatience la relève. Parce que c'est un travail difficile, c'est long. Là, pour l'instant, on voit à peu près quand on va finir. Mais rien n'est fixé. Comme toujours dans la marine, on ne sait jamais rien à l'avance. En attendant, il faut à nouveau repartir. Un brise-glace ne passe jamais beaucoup de temps au port. Quelques heures seulement, et il s'en va se frayer un chemin dans la nuit permanente. Est-ce le froid ou la nuit? En Sibérie, on perd souvent la notion de réalité pour glisser dans un monde mystérieux, à la lisière du fantastique. À la passerelle, les marins ont les yeux rivés sur le chenal qu'ils tracent, voyage après voyage dans la clarté des projecteurs qui trouent la nuit comme des rayons laser. Le Vaygach a des projecteurs parfaits, très manœuvrants en fait. Ils sont indispensables pour éclairer le canal ou d'autres obstacles qui peuvent surgir sur la route. Les cargos, mais aussi les gens qui passent à pied dans des régions habitées. Et il y a aussi des camions, des voitures. Depuis le camion arrêté sur la glace, une main salue le navire fantomatique. Et le brise-glace atomique passe, avec le seul bruit de la glace contre la coque. Une manœuvre de routine se prépare. Le Vaygach recule. Il part à la rencontre d'un cargo prisonnier des glaces, le capitaine Mann. On va s'approcher du capitaine Mann par l'arrière. Nous, on va se mettre comme ça, les trappes dans notre poupe. Les deux parties des deux bateaux vont rentrer l'une dans l'autre
Et c'est tout. Faites attention dehors. À son grand dame, ce soir Andrei est de service. À son grand dame car il fait -20, -30 face au vent. On a tout le temps des problèmes. On ne voit rien avec les tempêtes de neige et le vent. On est obligé de bosser dans des conditions spartiates. Le vent souffle dans le visage, ça gèle. On voit mal le bateau. Là encore, aujourd'hui, ça va. Mais d'habitude, il y a la vapeur qui monte depuis l'eau et on ne voit rien du tout. Là, vous avez de la chance. On voit plutôt bien. L'autre navire, le Capitaine Mann, quitte la Sibérie pour rejoindre Mourmansk, à 4000 km d'ici. Comme tous les cargos qui fréquentent cette partie du monde, il est tributaire du passage des brise-glaces, l'unique façon de naviguer dans l'océan Arctique. Un service payant, quelques milliers de dollars par jour une fois les navires attachés. Le convoi est maintenant formé. 1 heure de manœuvre et d'engueulade. Le problème, vous voyez, maintenant qu'on a passé les amarres, il faut les ajuster et bien régler la tension pour éviter que ça casse. Le convoi navigue maintenant depuis 24 heures aux confins de l'Arctique, dans l'estuaire du fleuve Ienisseï qui, dit-on, sépare le continent européen de l'Asie. La fin du mois de janvier approche. Enfin quelques minutes de clarté, le crépuscule de midi et la mare qui tient bon. Nous sommes sur la route maritime nord, l'une des moins fréquentées au monde. Le plus court chemin pourtant entre les grands ports d'Europe du Nord et ceux d'Asie. Une route qui n'existerait pas sans les brise-glaces nucléaires, léguées à la Russie par l'Union soviétique. À bord, rares sont les membres d'équipage à mettre le nez dehors. Seuls quelques marins participent à la corvée du déneigement. En cette période, des tonnes et des tonnes de neige qu'il faut évacuer des multiples ponts du bâtiment. Ce qu'il y a d'exceptionnel cette année, c'est qu'il a beaucoup neigé, même quand il faisait -30 en décembre ou en janvier. Aujourd'hui, il y a trop de neige pour la saison. Et le froid est très fort. Normalement, quand il fait froid, il n'y a pas de neige. Et là, c'est le contraire. Pour tracter des cargos de plusieurs milliers de tonnes, pour casser une glace épaisse de plusieurs mètres, le Vaygach dispose d'une puissance colossale de 50 000 chevaux. La salle des machines, plutôt silencieuse elle aussi, avec l'un des 3 arbres d'hélice, large comme un tronc d'arbre. Sergueï est le numéro 2 du brise-glace. Son rôle est important. Il a en charge la propulsion du navire, qui n'est pas classique. Celui qui a la combinaison rouge, c'est celui qui s'occupe du réacteur.
On l'a mis en rouge pour bien le voir. Comme ça, on sait tout de suite qui on doit engueuler. Et là, c'est le poste de l'ingénieur qui mesure les doses de radioactivité. Au cœur du navire, la salle de contrôle, comme il en existe dans toutes les centrales nucléaires terrestres du monde entier. Des écrans, des alarmes, pour diriger un réacteur dont on voudrait comparer la puissance avec une installation équivalente à Terre. Bonne question. Tu peux me souffler, toi, la puissance? À combien de personnes on pourrait fournir de l'électricité à Terre? À peu près 40 000, mais c'est en gros, hein, ça dépend. Les réacteurs sont différents à Terre. Ils sont utilisés de façon plus rationnelle qu'à bord des bateaux. Entre deux réacteurs, un à terre et un sur un bateau, c'est comme si on comparait la force d'une baleine et celle d'un éléphant. Une fine combinaison de vagues surchaussures, un simple calot, des gants de laine, on dirait une tenue de boulanger. Pour pénétrer un lieu hautement exposé aux radiations, l'équipement semble pourtant dérisoire, mais comment savoir? Comment savoir? On sait que seuls quelques membres d'équipage sont autorisés à franchir toutes les portes qui mènent au cœur du réacteur et seulement quand le bateau est à l'arrêt. On sait aussi qu'ici, de grands travaux coûteux et complexes ont lieu tous les 4 ans quand il faut refaire le plein de combustible. Le reste du temps, l'uranium produit assez d'énergie pour garantir l'autonomie du navire. 4 années sans faire le plein. Ce type de réacteur est prévu pour subir les chocs avec la glace, fonctionner avec les vibrations, le tangage, les accélérations, les tremblements. Mais l'expérience qui dure depuis plus de 30 ans dans la flotte de brise-glace nous montre que ça marche. Au fond, c'est vraiment fiable. Le Weigach poursuit sa route à la lueur des projecteurs allumés 24 heures sur 24 en cette saison. Parfois quelques lumières, quelques ombres dans le désert noir et blanc. Là, dans les méandres du fleuve, un village de pêcheurs. Des nomades, comme il en existe des centaines dans la péninsule du Taimyr. Ils se sont installés pour quelques semaines sur la banquise dans leur baraque mobile posée à quelques dizaines de mètres du chenal. Ils se laissent éblouir et retournent pêcher. Ici, plus au large, dans la mer de Kara, un ours blanc plus effrayé par le halo que par l'arrivée soudaine du brise-glace. Jamais de bateau croisé, sauf un et depuis peu. Un nouveau venu sur cette route maritime. Un cargo capable de naviguer en principe seul. Peu de mots échangés par radio. À peine un regard, on s'en tient aux politesses et aux règles de priorité maritime. Le convoi doit d'abord passer. Quant au cargo, il va profiter du travail du brise-glace pour reprendre la route qui aura à peine eu le temps de geler. Une sorte de squatter, en fait.
Dans les faits, on voit que le travail des brise-glaces atomiques est en train de se réduire. Il y a moins de travail pour nous. On se l'explique en disant qu'il y a de nouveaux bateaux qui existent aujourd'hui. Vous avez vu tout à l'heure, on est passé devant le bateau, le Norilsk Nickel. Il arrive à naviguer tant bien que mal et à se passer de nous. L'armateur est content, ça l'arrange. D'ailleurs, ils vont construire d'autres bateaux du même type. « 90 hommes et 8 femmes composent l'équipage du brise-glace. 4 mois à vivre ensemble, bien au chaud, dans le navire réputé le plus confortable de la flotte nucléaire du Grand Nord russe. Cet après-midi, cours de sauvetage réservé aux dames du bord. Au programme de la démonstration, comment bien enfiler sa combinaison de survie. Depuis l'âge de 18 ans, Nadia travaille à bord des brise-glaces en tant que femme de ménage. Aujourd'hui, à 31 ans, elle continue à faire le grand écart, combiner sa vie de mère et de marin. À vrai dire, pendant ces 4 mois, et comme en plus, on fait parfois 5 mois, je commence à avoir cette impression d'être dans un rêve, surtout vers la fin. Je sais que j'ai une petite fille, je ne l'oublie pas, mais j'ai l'impression de vivre dans un autre monde. Je continue bien sûr à l'aimer, on se parle au téléphone. Dès que tu revois ton enfant, ton sentiment maternel revient tout de suite. Bien sûr que c'est important de se maquiller. On a envie de paraître en forme, de se faire jolie. Pour les hommes, c'est agréable de regarder des femmes soignées. Ça leur fait plaisir. Les filles, n'importe où elles se trouvent, sont d'abord des filles. En comparaison avec les emplois à terre, on a des avantages. Les soins médicaux, des séjours pour les vacances, le transport. Si parfois on peut être mécontent de son salaire, on regarde les avantages sociaux et ça compense. Alors les gens restent travailler ici. « 48 heures sont passées. Un peu plus de 800 km parcourus. Le Vaigache a fait son travail pour ce cargo. Il est temps de se séparer au large dans la mer de Kara. Le cargo va maintenant poursuivre sa route dans la remorque d'un autre brise-glace, l'Artica, qui vient à sa rencontre. Le Vaigache s'écarte du chenal. L'Artica va donc pouvoir prendre le relais. Conçu pour la haute mer et les glaces épaisses, l'Artica est le plus puissant et le plus âgé des navires de la flotte de brise-glace atomique. Cette flotte va exister encore 15 ou 20 ans. Le bruit court que le gouvernement va faire construire d'autres brise-glaces. Personne ne veut annuler l'approvisionnement des gens qui vivent dans cette partie du monde. Le développement de l'Arctique continue. Des gens continuent à vivre et à travailler. Il faut continuer à les approvisionner.
Lâche le dos. Il a suffi de quelques minutes pour que le cargo change de remorque. Le convoi file vers Mourmansk. Ainsi va la route maritime nord depuis 35 ans avec ses passages de relais, ses points de rendez-vous et ses brise-glaces au rôle bien défini. Entre la Sibérie et le Panama, 50 degrés d'écart. Grâce aux revenus du canal, ce carrefour maritime mondial possède la plus puissante économie d'Amérique centrale. Ici fleurissent les hôtels, les casinos, les gratte-ciel. Mais avec une fiscalité plutôt opaque, le pays est aussi connu pour être un paradis fiscal très avantageux et un pavillon de complaisance pour les armateurs. Ce qui fait aujourd'hui de Panama la première flotte de navires au monde. Au pied du quartier des affaires, voici la vieille ville. Si le Panama est indépendant depuis 1903, la cité, elle, fut fondée en 1519. Un quartier historique avec un charme fou où il fait bon flâner. Bueno. Et où tout visiteur se doit évidemment d'acheter l'un des couvre-chefs les plus célèbres du monde. Ici, il est un lieu incontournable de l'histoire du pays. C'est la place des Français, avec cette statue de Ferdinand de Lesseps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur Moreau? Voilà. J'ai rendez-vous avec Christian Moreau, un des spécialistes de l'inventeur du canal. Ici, on dit Fernando. J'ai très aimé ici. Hein, Tout à fait. À Panama, Lesseps est considéré comme un héros. En France, il est mal perçu parce qu'il est réputé pour avoir ruiné les Français. Une partie des Français, voilà. Quand il a voulu construire le canal de Panama, après avoir réussi à construire le canal de Suez, il a voulu se lancer en 1879-80 à construire le canal de Panama. Bon, il s'est lancé dans un projet qui était intéressant, mais qui l'a dépassé. Et en 89, il a fait faillite. Alors, il a ruiné les Français. En revanche, au Panama, c'est un personnage très, très considéré. Parce que c'est grâce à lui que le Panama existe, et que le canal existe. Voulant creuser un canal à niveau, comme à Suez, Lesseps va littéralement s'embourber dans son projet. La malaria, la fièvre jaune feront mourir près de 20 000 ouvriers. Et Lesseps devra finalement céder la main aux Américains qui construiront un canal à écluse dont ils garderont la propriété jusqu'en 1999. Avec Christian Moreau, j'embarque à bord du train mythique de la Panama Railway Company, qui connecte les deux océans, Pacifique et Atlantique, en 50 minutes à peine. Il y a combien de kilomètres? De Panama City jusqu'à Cologne. Il y a à peu près 75 km. C'est la longueur du canal, puisque le train longe le canal. Il a une histoire particulière. Alors, elle a une histoire particulière. Dans les années 1860, avec la ruée vers l'or, les Américains devaient se rendre en Californie, mais à l'époque, il n'y avait pas le train au nord. Donc, pour se rendre en Californie, c'était toute une aventure. On traversait l'isthme de Panama comme on pouvait. Alors, on démarrait en général en bateau avec des pirogues. Ensuite, on traversait la jungle. C'était périlleux. On arrivait du côté de Panama. Là, on reprenait le bateau pour remonter en Californie. Alors, il y a des Américains, je suis toujours astucieux, qui se sont dit, après tout, pour faire passer nos clients là, dans l'île de Panama, on pourrait peut-être construire un train. Donc, ça a été l'idée de construire le Panama Railroad, le premier petit train qui traversait l'isthme. Au bord de la mer des Caraïbes, voici la ville de Cologne. J'y retrouve les écluses de Gatun, les portes du canal côté Atlantique. Une zone stratégique, ultra sécurisée et protégée, 24 heures sur 24. La sécurité des routes maritimes est la priorité des armateurs qui veulent à la fois protéger leurs cargaisons, leurs navires, leurs équipages, notamment contre les pirates. Si la Somalie fut il y a quelques années l'un des points chauds de la piraterie, c'est aujourd'hui dans le golfe de Guinée que les attaques se multiplient. La France est présente dans cette zone pour préserver ses intérêts,
une mission à haut risque. Golfe de Guinée, au large des côtes du Gabon. Nous sommes à bord d'un navire français qui travaille pour l'industrie pétrolière en Afrique de l'Ouest. Aux commandes, un capitaine aguerri, et son expérience est précieuse car il navigue dans une zone dangereuse. Attention, attention, all crew, this is a piracy attack. Attention à tout l'équipage, nous avons une attaque de pirates. Rejoignez la citadelle, le citadelle. Mayday. Liberty 212. Foxtrot, I am under piracy attack. What's about the pirate? Which side there? Port side. Michel Stéphane sur le Liberty 212. On est en train de subir une attaque de pirates. On va pas tarder à les avoir à bord là. Je quitte la passerelle avec le second. On rejoint la citadelle. Plus de communication, ça va couper. Les pirates qui prennent aujourd'hui d'assaut le navire sont de faux assaillants. L'attaque n'est qu'un simple exercice, mais chacun joue son rôle comme dans la réalité. Pas d'autre choix, car naviguer dans le golfe de Guinée, c'est prendre le risque chaque jour de croiser la route des pirates. Les militaires français le savent, c'est pour cela qu'ils organisent ces entraînements. C'est pour cela aussi qu'ils patrouillent en permanence dans le golfe. Depuis quelques mois, c'est le Sirocco qui est en mission. Le navire est là pour protéger les intérêts français. Il sécurise cette immense zone d'exploitation pétrolière, devenue en quelques années l'Eldorado des pirates. Le bâtiment français navigue au large du Nigeria, et c'est le commandant Jean-Marc Lequillec qui dirige la patrouille. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un bateau de surveillance quand même dans la zone. Parce que là, il y a beaucoup de valeur ajoutée, il y a une plateforme de forage, des bateaux dont l'emploi à la location se compte en centaines de milliers de dollars par jour. Pour être plus efficace dans cette traque aux pirates, les militaires français partent survoler la zone chaque jour. Dans ce vaste espace maritime long de 7000 km, transite l'une des principales richesses de l'Afrique de l'Ouest, le pétrole. Extrait des profondeurs du Golfe, le pétrole est transporté par navire un peu partout dans le monde. Sur cette route, transitent surtout des pétroliers et des navires de soutien pour les plateformes. Et c'est ce que convoitent les pirates. Vol de cargaison, enlèvement d'équipage. On recense ici une centaine d'attaques par an. Comme l'indique cette carte, le golfe de Guinée est aujourd'hui l'épicentre de la criminalité. Le fléau qui s'est longtemps limité aux eaux territoriales du Nigeria s'étend aujourd'hui partout le long des côtes. Dans le golfe de Guinée, les plus grandes compagnies pétrolières du monde se partagent l'or noir enfoui dans les fonds sous-marins. Shell, Exxon, Total. Il y a 5 ans, l'une de nos équipes mettait pour la première fois les pieds sur l'une de ces gigantesques plateformes au large du Nigeria. FPSO, le vaisseau amiral de la compagnie Total. Une usine grande comme 8 terrains de football, d'où la compagnie extrait l'un des bruts les plus purs au monde. Donc voilà, l'huile après traitement. Donc c'est un condensat, hein, c'est un brut très très léger. Ce qu'on appelle c'est le sang du Nigeria. Le sang du Nigeria. Voilà, il est de cette qualité-là. Le Nigeria est le premier pays producteur de pétrole du continent africain. Au sud, dans le delta du Niger, la terre est percée par des milliers de forages.
C'est de cette région, là où le pétrole et l'argent coulent à flot, qu'est née la piraterie. Ici, les populations parmi les plus pauvres d'Afrique vivent sur les pipelines. Une fortune coule sous leurs pieds, mais elle ne leur est pas destinée. Au milieu, c'est du diesel. Là, c'est du fuel. Le dernier, c'est du pétrole brut. Voilà ce qu'on a devant chez nous. Nous vivons sur une terre pleine de pétrole, mais on n'en touche aucun bénéfice, rien de rien. À l'origine de la piraterie, il y a 15 ans, une guérilla armée appelée le Mende, née dans les mangroves du delta du Niger. C'est pour protester contre la mainmise des multinationales du pétrole et dénoncer la corruption des dirigeants que ces hommes lourdement armés seraient devenus pirates. Leurs méthodes sont radicales. Ils terrorisent les pétroliers, attaquent leurs navires, enlèvent leurs employés. Aujourd'hui, les pirates du Mende ont déposé les armes, mais d'autres, des bandes de criminels, ont pris le relais, semant la terreur de façon anarchique dans le Golfe. 500 yards du point d'ordre. Ils ciblent les petits et les très gros. Voilà, soit le pétrole, soit les personnes. C'est quelque chose de complexe qu'on a du mal à définir, en fait. Ils cherchent des bateaux au mouillage. Ce sont des groupes qui se déploient, qui se déplacent, et on constate des événements sporadiques devant à peu près toutes les zones de mouillage. C'est le chasseur à l'affût de sa proie et qui est capable de saisir l'opportunité. Le navire de guerre français slalome maintenant entre les plateformes à quelques milles des côtes du Nigeria. Ici, la crainte d'une attaque est permanente. Les installations offshore sont protégées par des gardes armés, des privés et des militaires nigérians. Le commandant Le Kiyek s'y attendait un peu. Sa patrouille à proximité des plateformes dérange. Il n'est pas le bienvenu. Bâtiment de guerre français. Bâtiment de guerre français, répondez s'il vous plaît. Oui, je suis le bâtiment de guerre français, je vous entends. Dites-moi où vous vous dirigez. Vous ne pouvez pas vous approcher de nous. Bien reçu. Non, je ne m'approche pas de vous. Je vais virer à tribord. Mon ami, vous devez aller à tribord immédiatement. Vous allez vers ma zone de sécurité, vous ne pouvez pas la traverser. Oui, bien compris, mais nous sommes à 1 000 nautiques de votre zone de sécurité. Non, mais vous êtes dans nos eaux territoriales. Si vous n'avez pas l'autorisation d'y naviguer, vous devez partir. Vous éloignez dans les eaux internationales. Non, monsieur, ici c'est la zone économique et pas les eaux territoriales selon la loi nigériane. Je vous répète que vous êtes dans les eaux territoriales du Nigeria et pas dans les eaux internationales. Vous devez vous éloigner. Ok, je vire plein ouest. Bon, il n'y a pas de problème, on vient sur la zone. La zone est réputée n'être pas tellement sûre, donc les gens sont inquiets, donc ils posent des questions. Et c'est souvent avec plus ou moins de courtoisie qu'ils posent des questions. Mais dans cette zone, comme dans d'autres zones, quand on s'approche, qu'on n'a pas été annoncé ou qu'ils n'ont pas eu l'information, eh bien, ils se posent des questions. La plupart des attaques ont lieu ici, dans cette zone-là? Dans le nord du Golfe, oui, parce qu'il y a une densité, de mobiles sur l'eau, il y a une densité de plateformes. La zone côtière, ce sont des mangroves, donc très difficiles à contrôler. Donc dans cette zone, le travail de sécurisation est extrêmement difficile. Et c'est une des zones les plus risquées dans tout le golfe de Guinée. D'autres échanges radio tendus vont avoir lieu, mais ils ne détournent pas le sirocco de sa mission. Le bâtiment français poursuit sa patrouille, route vers le Gabon. Le Gabon, autre pays riverain du Golfe, lui aussi producteur de pétrole,
est récemment victime des pirates nigérians. Le détournement d'un pétrolier au mouillage face au plus grand port du pays reste un mauvais souvenir pour la marine gabonaise, peu habituée à protéger ses côtes et pas suffisamment équipée. À droite 10. À droite 10. Avec 3 petits patrouilleurs comme celui-ci, impossible de riposter face aux gangsters rapides, armés et violents. En réel, en vrai, nous avons eu des attaques piraterie, mais l'abordage des pirates, non. 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 Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été trop rapide? Ça a été trop rapide, voilà. Et, ils ont attaqué le bateau de nuit, et le temps pour nous de réagir était total. Ils avaient déjà pris le grand large, voilà, avec le bateau. Et notre autonomie ne nous permettait pas de les atteindre. Depuis cette première alerte, les Gabonais tentent de reconstituer leur marine mise en sommeil depuis longtemps. Ils se mettent à patrouiller, mais cette protection est symbolique. Elle vise juste à décourager ceux qui voudraient à nouveau s'en prendre à leurs richesses. Escale de 3 jours au Gabon pour les marins français du Sirocco. Ils sont ici pour poursuivre leur mission de sécurisation maritime et de façon très concrète. Ce matin, ils accueillent à leur bord un détachement de la marine gabonaise. Ils vont former et entraîner ces recrues, un projet d'aide aux marines locales qui prend tout son sens aujourd'hui. Au même moment, autre mission pour le commandant du Sirocco. Nous le retrouvons en civil dans les rues de Port-Gentil, capitale du pétrole au Gabon. Alors aujourd'hui, nous allons préparer un exercice avec un bâtiment de la société Bourbon, qui est un sous-traitant des industries pétrolières, et essentiellement dans tout le golfe de Guinée. Oui, c'est un exercice anti-piraterie. On constate que les pirates ont beaucoup de choix dans leur cible. Donc à partir du moment où une cible leur résiste un peu, ils ne vont pas insister et ils vont partir. Et ça, c'est la dissuasion et c'est vraiment très efficace. Et vous jouez un rôle là-dedans? Nous, on joue un rôle là-dedans. Le commandant Le Quillec a rendez-vous sur l'un des bateaux de l'armateur français. On change de métier. La société Bourbon est un acteur économique majeur dans le golfe de Guinée. 300 de ces navires, essentiellement des bateaux de soutien, travaillent pour les plateformes offshore. Donc bienvenue à bord. À bord du Liberty 212, le commandant Le Quillec est venu retrouver Stéphane Chauffour, le capitaine. C'est avec lui que l'exercice anti-piraterie doit avoir lieu. Vous voulez faire un tour du navire? Les navires de la société Bourbon ont déjà payé un lourd tribut à la piraterie, et plus précisément ses équipages. Plus de 30 marins enlevés, 5 attaques en 6 ans. Les bateaux de l'armateur sont une cible privilégiée des bandits nigérians. Sur le Liberty 212, des consignes de discrétion ont été passées. On ne s'exprime pas sur les enlèvements, pas un mot sur les attaques subies par la compagnie. Nous sommes ici pour voir comment les navires sont protégés et leurs équipages préparés. On sait très bien que c'est à l'arrière que les pirates montent. Ici, le point d'accès, c'est à l'arrière, donc c'est évident que la vulnérabilité technique, elle est là, parce que c'est lié à la structure du bateau. Voilà, c'est évident. Mais cela dit, ça reste aussi les points qui sont visuellement le plus exposés. C'est-à-dire, à la passerelle, on ne peut pas manquer de voir des gens monter à bord. Et sans trahir le secret, on est équipé de systèmes de sécurité, d'alarme, d'alerte de proximité. S'il y a intrusion, on le sait. Si l'équipage est affûté, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des dangers, donc ils sont entraînés et ils connaissent parfaitement les mesures de sécurité. Jour J, jour de l'attaque ou plutôt de l'exercice. La simulation reproduit fidèlement le scénario d'un vrai assaut qui s'est déroulé dans les eaux du Gabon sur un tanker. Les pirates qui montent à bord sont des militaires français déguisés. Ils tentent de pénétrer en passerelle pour prendre en otage l'équipage et détourner le navire. Sur ce bateau, c'est mission impossible. Toutes les issues sont verrouillées. La progression des pirates est ralentie.
À l'intérieur du navire, en passerelle, le commandant a déjà lancé l'alerte et il va surtout donner l'ordre à son équipage de se mettre à l'abri. À bord, toutes les mesures de sécurité sont secrètes, mais le capitaine va quand même nous montrer l'une d'entre elles. Vous allez descendre où? Ah ben là, je vais descendre à la citadelle. Qui est quoi? C'est quoi cet endroit? Ah, c'est le bunker du navire. C'est l'endroit de retranchement ultime où on est le plus en sécurité à bord. Je ferme les portes. Voilà. Elles ont l'air solides, ces portes. Les portes sont codées. On peut plus ni rentrer, ni sortir. Et les portes sont blindées. Là, c'est encore une sécurité supplémentaire. Nous suivons le capitaine et ses hommes dans le ventre du navire jusqu'à la citadelle. C'est un lieu exigu, verrouillé lui aussi par une épaisse porte blindée. Une forteresse où les hommes peuvent rester plusieurs heures en attendant les secours. D'après ce qui a été rapporté, oui, quand l'équipage assure une bonne veille et peut voir arriver les pirates suffisamment en temps pour pouvoir se mettre en sécurité, oui, ensuite, ce sont des endroits qui sont imprenables. Il ne faut surtout pas transmettre ces inquiétudes aux gens qui travaillent avec vous, sinon ça peut devenir des situations très compliquées. Ça augmente le risque, ça crée un climat où il y a un manque de confiance, où les gens peuvent avoir peur alors qu'il n'y a aucune raison, et entraîner d'autres accidents qui n'ont pas lieu d'être. La marine gabonaise a elle aussi profité de cet entraînement. Une aubaine pour ses militaires, ils s'exercent aujourd'hui en mer, sur le terrain. Les Gabonais sont acteurs de la dernière partie de l'exercice, l'arrestation des pirates. Une répétition grandeur nature pour ces hommes qui se préparent à faire face un jour à de vrais bandits. Fin de l'exercice. À bord du Liberty, les militaires du Sirocco ont remplacé les faux pirates. Ils ont repris, comme ils disent, le contrôle du navire. Parce que la sécurité est aujourd'hui devenue la priorité des marins qui empruntent cette route, ce genre d'entraînement est pris très au sérieux. Il permet de vérifier que tout le monde est prêt à faire face. Est-ce que c'est rassurant de savoir que les forces françaises sont finalement jamais très loin dans le golfe de Guinée? Bien sûr, mais on les voit pas toujours, mais on sait qu'ils sont là parce qu'on entretient des contacts très étroits. Effectivement, oui, ça rassure. C'est important. Savoir que il y a une force de... Bienvenue à bord. Merci pour l'opération. 15 jours après ce tournage, 3 marins de l'armement Bourbon étaient enlevés au large du Nigeria. Nouveau kidnapping sur un autre bateau de la compagnie. La parade anti-piraterie reste faillible. Les militaires du Sirocco, eux, ont poursuivi leur patrouille. Dans cette zone stratégique transite le quart des approvisionnements en pétrole à destination de l'Hexagone. Le maintien de la sécurité dans le golfe de Guinée est leur priorité. Au Panama, la sécurité des routes maritimes, on connaît depuis des siècles. Voici le fort San Lorenzo, niché dans un décor magnifique non loin de la ville de Colón. Inscrit au patrimoine de l'UNESCO, le fort San Lorenzo fut érigé au XVIe siècle par les Espagnols pour protéger l'entrée d'une rivière qui menait à la ville de Panama. Sur place, Claudio me sert de guide pour évoquer l'histoire des conquistadors.
Ce fort a été spécialement construit par les Espagnols pour protéger le Camino de Cruces. C'était un chemin qui allait déjà de l'Atlantique au Pacifique et qui permettait aux Espagnols de faire transiter l'or et l'argent qu'ils prenaient au Pérou vers l'Espagne. Donc cette rivière, c'était le point d'entrée des galions du royaume espagnol qui venaient ici une fois par an emporter les trésors incas. Si je comprends bien, la mondialisation existe bien avant le canal actuel. Tout à fait, c'était déjà une forme de mondialisation. Le premier canal de Panama était en quelque sorte ce Camino de Cruces. On exportait d'ici les richesses incas et les Espagnols, de leur côté, ramenaient toutes sortes de choses, des tapisseries, du vin, des tapis, tous ces matériaux fabriqués en Europe que les Espagnols ramenaient aux Amériques. Oui, vous avez raison, c'était bien le premier canal. Nous avons évoqué tout au long de cette émission les principales routes maritimes qui relient les grandes villes portuaires de ce monde. Mais que se passe-t-il pour ceux qui sont loin de ces routes maritimes, ceux qui ne voient jamais passer ces porte-containers? Ici, côté Pacifique, de nombreuses îles et leurs habitants restent très isolés. Pour eux, il faut compter sur le vent, les étoiles et un bateau nommé le Quai. C'est un ancien cargo, sauvé in extremis de la démolition. Le Quai, 54 mètres de métal et de bois. Comme une planche de salut pour les habitants du Kiribati. Le Kiribati, un pays, 3 archipels, qui s'étale sur plus de 3000 km au cœur du Pacifique. Mais en surface terrestre, c'est l'un des plus petits pays au monde. Pour arriver ici, un seul avion par semaine. Pour le reste, tout est question d'organisation, de patience surtout. Petit matin sur Christmas, la plus grande île du Kiribati. Le soleil se lève à peine, mais ils sont déjà une vingtaine à se presser vers le port. C'est que le Quai, après des mois d'attente, se pointe finalement avec quelques heures d'avance. Premier contact depuis 4 mois entre l'île et le bateau. Le Quai est un cargo à l'ancienne, construit il y a près de 70 ans. Les bateaux du gouvernement, de la capitale, ne viennent plus ici très souvent et le Quai, lui, vient à peu près 3 fois par an. Le Quai nous apporte ce service et c'est une très bonne chose pour le pays, spécialement ici, pour les îles de la ligne. La course contre la montre peut commencer, dans la bonne humeur. Il faudra une journée pour boucler le chargement. « 200 sachets de soupe chinoise, 20 paquets de couches culottes, 10 kilos de biscuits, savon, cigarettes, huile, sans oublier le riz. Le Quai fait dans le détail. Par le passé, le navire a déjà livré une bouteille de champagne à un jeune diplômé, et même une robe de mariée qui, hélas, arriva après la cérémonie. Voici ce que nous appelons popo. C'est un très bon fruit et c'est très nutritif. Je l'emmène pour le planter sur l'île de Fanning. Et c'est comme ces fleurs. Il n'y en a pas là-bas. Je vais aussi les planter. Embarquer sur le Quai, ce n'est pas une mince affaire. Ce jour-là, ils sont une centaine de candidats, dont Ririan et ses papayes, bloqués sur l'île depuis 6 mois, faute de place sur le bateau lors de son dernier passage. Je suis des îles Fidji et j'ai épousé un citoyen du Kiribati. Je suis institutrice depuis 1999.
En 2010, j'ai été mutée dans les îles de la Ligne. C'est pourquoi je pars maintenant, enseigner sur l'île de Fanning. Comme un manège qui fait tourner les têtes, un voyage sur le Kwai est une promesse d'aventure. Ni cabine, ni couchette, ni transat. Les passagers doivent se trouver une place sur le panneau de la Grande Cale. À la manœuvre, Captain Heavy. Son premier boulot, caler la cargaison. Et parfois, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et nous pouvons tout transporter. Des voitures, des camions, des tracteurs. La dernière fois, nous avions un élévateur. Il n'y a que nous pour desservir ces îles. Nous leur amenons tout ce dont elles ont besoin. Écoutez-moi tous. Bienvenue à bord du Kwai. Nous allons faire un court voyage jusqu'à demain. Nous allons d'abord vous montrer comment utiliser les gilets, mais aussi les radeaux de sauvetage et que faire en cas d'urgence. Dans les regards, la découverte, mais surtout l'inquiétude. Ici, la mer est partout, mais il est rare qu'on doive l'affronter. Une chose très importante, surveillez bien vos enfants, ne le laissez pas venir ici et sauter dans l'eau, ok? Le vent est faible mais bien orienté. Heavy décide de hisser les voiles. Le bateau sera plus confortable, mais surtout, il consommera moins de carburant. Au moteur uniquement, le Kwai ne serait pas rentable. Le voyage serait hors de prix. C'est un cargo à voile, donc notre philosophie est d'utiliser les voiles le plus souvent possible. Et la plupart du temps, nous pouvons le faire. Le vent est généralement à l'est et nous faisons des traversées nord-sud. Alors nous avons en permanence du vent dans les voiles. À la passerelle, un équipage de vieux briscards encadre de jeunes aventuriers. Heavy est israélien, Sam néo-zélandais et Eni, la cadette, est allemande. 22 ans et premier embarquement. Et puis, il y a Banuela, l'un des 4 matelots Kiribati. Un maillon essentiel pour la vie à bord. Moi, mon boulot, c'est d'aider les passagers en tant que traducteur. Je définis les besoins des passagers, je traduis toutes les conversations, je donne les consignes d'utilisation des équipements du bateau, comme par exemple les toilettes, qui sont différentes de celles des bateaux du pays. Certains ne savent pas utiliser les toilettes des Blancs. Ce bateau fonctionne aussi avec beaucoup de boutons. Et les Kiribati ne comprennent pas toujours ces systèmes modernes. Je suis Madame Louisa. C'est la première fois que je voyage sur ce bateau. Je vais à Washington pour enseigner. J'ai été mutée là-bas pour 3 ans. Je suis policier. Je suis basé à Christmas. Et là, je vais arrêter un meurtrier sur l'île de Washington. L'affaire s'est déroulée il y a 6 mois et nous aurions dû intervenir plus tôt. Mais nous n'avions aucun moyen pour y aller. J'ai dû attendre que le Kwai fasse ce trajet. Mais bon, le coupable ne pouvait pas non plus s'échapper de son île. « 20h, c'est l'heure de la vacation radio. Heavy fait le point avec son patron, Brad, qui est à Hawaï, à des centaines de kilomètres plus au nord. Ouais, on est en route. On est parti ce matin à 11h. Dans la famille de Brad, on est marin de père en fils. Le Kwai, c'est son bébé. Sans lui, rien n'aurait été possible. Il y a plus de 40 ans,
Il a d'abord armé un, puis 2 navires du même style, entre Caraïbes et Asie, toujours à la voile. Le Kwai, c'est sa dernière trouvaille. Il dessert aujourd'hui des îles parmi les plus isolées de la planète. Et c'est bien là l'essentiel. Ce n'est pas une question d'argent. Tu dois gagner ta vie, donc tu dois proposer un service sans vraiment gagner d'argent. C'est un style de vie et une relation très forte entre le bateau et ses clients. Avec le gouvernement du Kiribati aussi. Toute la vie dans ces îles dépend du Kwai. C'est merveilleux, car nous les approvisionnons, ils nous accueillent merveilleusement bien, et nous traversons l'océan à la voile. Tout ça est magique. Dans le couple, chacun a son rôle, et c'est April qui gère les commandes. Des tonnes de ciment ou de riz, mais aussi parfois des bouteilles de parfum à l'unité. Le Kwai part d'ici à Hawaï. Il descend tout droit vers le sud. C'est sa route habituelle. Ensuite, il met le cap sur l'île de Christmas, au Kiribati. Puis plus au sud, jusqu'à l'île de Penrhyn, dans l'archipel des Cook, après avoir passé l'équateur. Puis Manihiki, avant d'aller vers Rakahanga. Aujourd'hui, il est par ici, en plein Pacifique. De Hawaï aux îles Cook en passant par le Kiribati, chaque voyage du Kwai est long de 9000 km. 2 mois et demi à 3 mois au total. Autant de journées et de nuits à occuper. Seuls les repas rythment le quotidien. Pour les loisirs, par beau temps, l'équipage ne manque pas d'imagination. Nous sommes tous un peu fous. Chacun a de bonnes raisons d'être ici. Nous adorons tous naviguer à la voile. J'ai bossé sur des tankers en Europe, en Méditerranée. Mais j'ai fini ici parce que c'est ce que j'aime faire. C'est plus drôle, c'est plus enrichissant. Quand tu livres des centaines de tonnes de produits chimiques et de containers, tu offres un service, c'est sûr, mais c'est ennuyeux. C'est robotisé. Ici, tu sens que tu fais partie de l'histoire et de la vie des gens. Lyle, le second du bateau, s'est embarqué il y a peu, et il n'est pas le moins fou de la bande. Oh, je suis un marin au long cours et j'ai passé ma vie à mener des bateaux dans le Pacifique et l'Atlantique. J'avais repéré une petite annonce dans un magazine pour travailler sur ce bateau. J'ai répondu et 5 jours plus tard, j'étais là. 5 jours pour dire à ma femme, je pars pour 2 ou 3 mois, on se reverra à mon retour. C'est une expérience géniale. J'ai navigué sur des centaines de navires, mais jamais sur un bateau de ce type. C'est un voyage dans le passé. Parfois nous naviguons comme il y a 2 siècles, parfois comme au siècle dernier, et à d'autres moments c'est très moderne. C'est vraiment très intéressant. À quelques encablures de là, l'île de Fanning. La richesse de l'île, c'était la noix de coco. Mais depuis quelques années, les habitants ont trouvé un autre filon. Les algues. Sur l'île, elles ont trouvé un milieu idéal pour prospérer. Ici, tout le monde cultive des algues dans le lagon et Fanning fournit exclusivement le marché chinois, premier importateur mondial. C'est pour cela que le Kwai est essentiel à la survie de l'île. Il arrive enfin, les cales pleines. Des mois que l'île l'attendait.
Dans ces cartons, les marchandises embarquées à Christmas. Elles vont singulièrement améliorer l'ordinaire. Au même moment, dernière ligne droite dans l'atelier de séchage des algues. Il faut faire vite. Le Kwai lève l'ancre dans quelques heures. À son bord, il emportera la récolte des 6 derniers mois. Nous faisons ça depuis 2009. Et c'est la seule rentrée d'argent pour l'île. Les Chinois veulent de plus en plus d'algues, mais nous sommes si loin de tout. Le Kwai vient ici 3 ou 4 fois par an, et c'est notre seul moyen d'exporter ça. S'il arrête de venir, je ne sais pas ce que nous deviendrons. Aucun autre bateau n'acceptera de venir ici pour nous apporter de quoi vivre. À bord du navire, le chargement suit son cours. Le bateau est plein à ras-bord. Plein de passagers, plein de marchandises, des bananes, plein de citrouilles, plein de copras et plein de carburant. Demain, le Kwai reprendra la mer. 8 jours de voyage pour Hawaï. Si tout va bien, on ne devrait le revoir ici que dans 2 mois. Depuis toujours, les océans ont été perçus comme des espaces qui séparaient les pays et les hommes les uns des autres. Aujourd'hui, il faut rendre hommage à ceux qui ont pris la mer et à ceux qui la prennent encore pour nous rapprocher, les marins. Bien sûr, le moteur de cette conquête maritime reste les échanges de marchandises et la mondialisation de l'économie. Mais ici, à Panama, une chose est sûre, on se sent vraiment au cœur de cette grande histoire maritime. Il y a quelque chose de magique et de symbolique à se trouver au point précis où les hommes ont fait se rejoindre 2 océans. Et je tenais à vous le faire partager. Thalassa fête cette année ses 40 ans. 40 années de reportages à travers le monde qui vous ont parfois interpellé et parfois même beaucoup plus que cela. Alors je vous propose de partir tout de suite à la rencontre de téléspectateurs qui ont pu se dire un jour « Thalassa a changé ma vie ». C'est le cas de cet étudiant en biologie marine, Jules Célès, que nous retrouvons en plein travail de recherche au large de Sète. Thalassa, c'est une émission qu'on regardait en famille, donc ça reste des bonnes images. Et c'est grâce à Thalassa que j'ai connu les chercheurs, ce qu'ils faisaient. Depuis ce jour, j'ai voulu faire comme les chercheurs dans Thalassa. Je le mets là. Ah, si c'est pas un thon, c'est une baleine alors. Le thon rouge, c'est l'espèce la plus emblématique en Méditerranée. Il n'y a pas d'équivalent, il faut étudier le prédateur le plus important en Méditerranée, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Donc là, 20. 1m20, donc ça va être... On va faire les différentes mesures. Donc là, il est un peu stressé, puis on va essayer de le remettre à l'eau doucement pour qu'il puisse repartir dans de bonnes conditions. De le voir comme ça, en bonne santé, de pouvoir le pêcher aussi facilement, c'est un bon signe, donc c'est encourageant pour le travail qu'on mène. Donc j'espère que ça va continuer, c'est le plus important. On va vite le remettre à l'eau maintenant. 1, 2. Je m'y sens un peu dans Thalassa. Même si tous les jours ça se passe pas comme ça, ça reste un travail, on est quand même souvent au bureau, mais les quelques sorties qu'on fait et les campagnes qu'on peut faire, c'est vraiment, on vit Thalassa, donc c'est vraiment génial. Dans ma famille, personne ne travaille vraiment directement avec la mer. Quand on choisit ses études, c'est après le bac. À ce moment-là, s'orienter vers la biologie marine ou la pêche ou ce type d'études, c'est quand même assez rare. Quand on en parle au professeur, souvent, il nous dit vaut mieux choisir quelque chose de plus simple. Tu auras un métier, ce sera bien. Mais donc à ce moment-là, c'est ce genre, les images qu'on a vues à Thalassa, ça reste dans la tête. Sète, la capitale des thoniers français, la ville a subi de plein fouet la crise du thon. Il y avait 30 bateaux en 2009. Il n'en reste que 17 en activité. Il
l'Ifremer mène ici des études sur le stock de thon rouge en Méditerranée. Sylvain Bonomo, un jeune ingénieur, commence sa campagne de recherche. Les images permettent un comptage détaillé. Toute la mission est enregistrée. Elle dure habituellement 4 ou 5 heures. J'ai voulu voir ce reportage parce que c'est celui que j'ai visionné juste avant d'arriver ici à Sète et de commencer mon doctorat, donc avec Sylvain Bonomo, le spécialiste des thons rouges. Je travaille donc depuis 1 an à l'Ifremer. Mon travail, c'est d'essayer d'améliorer la gestion de cette espèce. Comment ça se passe, Sylvain? Bah là, tout se passe bien, c'est le début de la réunion, donc on va quand même regarder ce qui se passe dans les pêcheries, s'assurer que tout va bien. Sylvain Bonomo, donc, qui est mon directeur de thèse, donc c'est la personne qu'on voit dans l'avion, dans le reportage Thalassa. Donc là, il est actuellement en réunion, un groupe de travail sur le thon rouge, donc pour mettre en place les quotas. Quand j'ai regardé l'émission, je me dis, bon, si je le vois à la télé à Thalassa, ça devrait être un bon signe. C'est du sérieux. C'est du sérieux, ça rigole pas. Moi qui me lance et qui vient à peine d'arriver dans le milieu, je peux avoir qu'une image positive. J'ai envie justement que les choses aillent mieux, essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, même si c'est qu'une petite pierre, ce sera déjà, je pense, énorme. Si j'ai passé le pas, c'est grâce à Thalassa qui montrait vraiment les gens qui travaillaient sur la mer. Finalement, on ne les rencontre pas, ces gens. Donc du coup, Thalassa, c'est ça qui a fait le pont entre ces métiers, leur existence, et que c'était possible. Donc le jour où j'ai pu faire des études pour aller vers ces métiers, je me suis dit, pourquoi pas moi, allez, il faut essayer, il faut le tenter. Bon vent 9e. Allez, bon vent. Voilà, c'est la fin de notre escale au Panama, au cœur des grandes routes maritimes. Nous nous quittons sur les images du magnifique musée de la biodiversité imaginé par le célèbre architecte Frank Gehry. Vous pouvez prolonger cette aventure sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Toute la rédaction de Thalassa vous remercie de votre fidélité. À bientôt et bon vent! La semaine prochaine, Philippe Googler et toute l'équipe de Faut pas rêver vous emmènent en Islande. Un pays d'une beauté exceptionnelle où se côtoient geysers, volcans et glaciers. Dans ces paysages féeriques, les habitants vivent en parfaite osmose avec la nature. Ils vouent un culte aux vikings et aux elfes. Proche du cercle polaire, cette île est aussi un paradis pour le règne animal. Islande, de glace et de feu, c'est dans Faut pas rêver, vendredi prochain à 20h50 sur France 3.